Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir, avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Bonsoir Jean-Mi. Dit Thierry. Dans les loges, il y a Max Boublil qui m'a chanté « Ce soir, tu vas prendre ». Mais prendre quoi? Ça veut dire que si t'es un méchant robot, il va te punir. Punir? Genre des lignes à recopier? Voilà, c'est ça Jean-Mi. Des lignes à recopier. Et avec Jean-Mi, ce soir, l'âme. L'âme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir notre TTO de la semaine. On se demandait ce que vous deveniez. Et vous aussi, j'imagine, non? Mais vous je êtes suis là. On est heureux. Éric Brunet. Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir. On le sait, vous êtes un journaliste très incisif. Vous avez un avis très tranché sur tout. Et vous êtes ici ce soir pour nous dire ce que vous pensez du look de l'âme. C'est pas le même que Christine Lagarde, Ouais, mais c'est pas mal aussi. c'est très bien. À part ça, vous nous parlerez de votre nouveau livre, Un monstre à la française, publié chez Lattès. Et Max Boublil. Max Boublil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour témoigner sur le drame d'avoir un enfant quand on est encore un adolescent. Et même votre fille de 2 ans vous trouve immature. C'est vrai qu'avec le métier que je fais, si un jour elle va sur Internet, quand elle va grandir, elle va voir « J'ai vu ta mère sur chatroulette » Ouais. ou encore « Tu vas prendre », je peux pas, j'ai plus aucun crédit. Vous savez que vous avez l'âge d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Mais quand c'est même. pas possible. Mais si. Il est jeune comme ça? Alors vous nous parlerez également de votre nouveau film, Robin des Bois, mesdames et messieurs. Voilà, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h ce soir, Lisa Lovat-Smith, ancienne rédactrice en chef du magazine Vogue. Elle a tout quitté pour s'occuper d'enfants démunis au Ghana. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Max Boublil, rebonsoir. Bonsoir. Alors Max, vous êtes défini vous-même comme un mélange entre Vincent Delerme et Rocco Siffredi. C'est la bite de Vincent Delerme. Ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà. Ouais. Voilà, et la voix de Rocco Siffredi. Ah d'accord. Mais tu as vraiment vu le zizi de Vincent Delerme? J'ai pas eu cette chance. Alors, vous avez tous les talents. Hein. D'abord, vous chantez. Vos chansons font rire les gens. Mais contrairement à Yannick Noah, vous le faites exprès, vous. Et votre tournée dans toute la France est un triomphe. Hein. Ça s'appelle Grand Garçon. Oui. Ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. C'est toujours... tu sais, tous les artistes disent que ça marche très bien, mais là, c'est vrai. Mais vous, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. L'âme, c'est celle dont Max Boublil se moque dans son spectacle? Ah. Oui, c'est elle. C'est T'es elle. trop fort. Tu les as réunis. Bah oui, je sais, oui. Alors, ça vous a choqué ce qu'il dit dans son spectacle? Il dit il y a des gens qui survivraient pas sans les restos du cœur. L'âme, par exemple. Franchement, quand j'ai vu ça, chez Hanouna, j'ai pleuré. J'étais devant ma télé et j'ai pleuré parce que c'est très dur. Ouais. Très dur. Après, elle a eu beaucoup d'humour parce qu'elle était venue me voir en spectacle, elle est venue m'apporter des cadeaux, elle est venue Voilà. m'apporter des sandwichs, des restos du cœur. Voilà. Non, bien sûr, c'est une boutade et c'est évidemment... tu sais, quand tu fais ça au début, t'écris ça dans ta chambre avec tes potes, ça te fait rigoler Ouais. et tout. C'est vrai que quand tu vois que ça peut blesser les gens, et bah, tu te sens con. Je te dis la vérité. Je t'adore. Tu dis, t'es un petit Je merdeux. t'adore. Et j'ai demandé à l'âme, est-ce que je l'enlève? Et elle m'a dit, non, surtout ne le retire pas. Donc je l'ai gardé, C'est bien, mais je trouve ça assez Bravo. élégant de sa part. Ouais. Non, mais le problème,
c'est qu'il m'a dit si tu veux, je t'enlève toi et je mets MC Solar. J'ai dit bah non. C'est pas vrai. Alors oui, Max, tout marche pour vous. Votre premier film, Les Gamins, a fait 1 700 000 entrées. Et maintenant, vous revenez au cinéma, Max, avec ça. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Je vous aime, Paris Sudon. Qui chante là? Guettari. Bravo! Georges Guettari, bravo. Donc, Max Boublil, après Errol Flynn, après Sean Connery, après Kevin Costner, après Russell Crowe, après Mike Pokora. Vous êtes le nouveau Cherchez Robin l'erreur. des Bois. Alors, première question. C'était comment de jouer en collant? Vous avez demandé une doublure testiculaire ou pas? Alors, le pitch, vous êtes un Robin des Bois qui vole les pauvres, les femmes, les vieux. Vous êtes un sale type dont le seul rêve est de racheter le bordel de la ville, le Pussycat, voilà, jusqu'au jour où vous rencontrez le gang de Sherwood, dirigé par Harry Habitant. Et là, eux, c'est des justiciers qui volent les riches pour de nos pauvres. ouais. Ah ouais, ah, il a le bon rôle, Harry Habitant. Hein. Bah, c'est le vrai héros. Mais, il pue de la gueule quand même. Ah, il a une hygiène buccale douteuse. Ouais. Douteux. Je crois que. Je pense qu'il roule des pelles à des poneys, ou je sais pas si je veux le dire. Alors, c'est réalisé par votre complice de toujours, Anthony Marciano, avec qui vous avez fait vos clips, vous avez fait Les Gamins, vous avez écrit le film ensemble. Le casting, c'est du lourd. Hein. Il y a Géraldine Nakache. C'est vous qui l'embrassez ou vous êtes doublé pour les cascades? Non, c'est moi qui l'embrasse, mais c'était pas évident d'embrasser quelqu'un qu'on connaît très très bien. Ouais. Et qui a aucune attirance pour vous. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai l'impression vraiment l'impression d'embrasser comme un steak, parce que vraiment, je sentais qu'elle avait rien pour moi. Il y a Harry Habitant. Gérard Darmon, Patrick Malik Timsit, Bentala, alors. Patrick Timsit. Dites-moi, le casting, c'est Rabin des Bois, non? Même Malik Bentala. Même Malik Bentala, il est juif dans le film. C'est vrai que Malik... Je vais vous dire, le seul vrai goy de cette histoire, c'est moi. Ouais. Puisque je ne suis qu'à moitié juif. Et voilà, je crois qu'on peut le dire ce soir, c'est un scoop. Coming La out. maman de Max est catholique. Donc Max n'est pas vraiment juif, bien que circoncis quand même. Bien que circoncis. Alors, ce qu'il faut dire au sujet du film, c'est que c'est dans l'esprit de Astérix d'Alain Chabat ou de OSS 117 de Michel Hazanavicius. C'est-à-dire, c'est des films qui sont déjantés, c'est n'importe quoi, mais c'est hyper bien réalisé. Mais je veux pas lancer des fleurs, Anthony, mais c'est vrai que si tu bouges tes oreilles et que tu regardes le film, t'as l'impression de voir un Ridley Scott, quoi. Non, mais vraiment. L'envie, c'était de faire un vrai film d'aventure comique. Ouais. Et a priori, en ce moment, on est en train de faire la tournée. Et c'est vrai que ça rit beaucoup. Et en même temps, c'est un vrai film d'aventure, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. C'est très bien. Moi, je l'ai vu, le film, j'ai adoré. Ah, merci. Et je vous souhaite le meilleur. C'est tourné en Hongrie. Alors, l'avantage de la Hongrie, c'est que quand on sort du plateau, on est toujours au Moyen-Âge. C'est quand même le grand avantage de tourner là-bas. On regarde à quoi ça ressemble. Ça va? Il vous a pas fait de mal? Je sais pas comment vous remercier. J'ai 20 pièces sur moi, c'est tout ce que j'ai. Si je vous en donne 10, ça va? Bon, bah si vous insistez, je vais prendre les 20 alors, merci beaucoup. Excusez-moi, je vous ai même pas demandé votre nom. Robin. Mais Robin comment? C'est quoi toutes ces questions là? Vous êtes de la police ou quoi? Robin Desbois. Avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Je m'appelle Marianne. Super. Enchanté, petit Jean. Robin, c'est le shérif qui tient les rênes. On vole aux riches pour donner aux pauvres. On va lui voler les impôts qu'il nous a volés. Et en plus, ils ont prévu un petit convoi léger. C'est pas beau, ça. Et sérieux, c'est quoi qu'il a mangé, lui? Tu veux voler les impôts, mais t'es malade ou quoi? On ne vole que les pauvres, les femmes, les infirmes, mais pas le reste, c'est trop dangereux, on fait pas ça, nous. Ça va, monsieur? Les gens doivent pas donner beaucoup. Non, c'est pas possible, recompte. Pourquoi recompte? Parce que je sais pas compter, c'est ça? Parce que je suis arabe? C'est parce que je suis homo? C'est parce que je suis juif? Tout est juif, toi, maintenant. Sur mon grand lac, ça fait bien longtemps qu'aucun pêcheur n'a posé sa barque.
Pourquoi tu veux pas sortir avec ma mère? Parce que... Eh ben, regarde là. Elle est dégueulasse. On dirait un homme. Faut lui offrir un cadeau. Cadeau à Marianne. Par une cagoule, je vois pas ce que je pourrais lui offrir. Pourquoi c'est moi qui dois grimper? C'est parce que je suis homo? Non, c'est pas parce que t'es homo. Parce que je suis arabe. Je me rends. Si vous libérez mes amis, je me rends. Et si je les libère pas? Mais il est débile. Dès que le corps détendu, t'y vas. Et nous, on te couvre juste après, par derrière. Tu m'écoutes ou pas? Non, mais parce que t'as la tête tournée, là. Voilà. Robin des Bois d'Anthony Marciano, le 15 avril, dans un cinéma près de chez vous. Voilà. Alors, évidemment, Max, habillé comme vous êtes, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview. Robin des Bois 2015. Alors, Robin, est-ce que vous suivez un régime particulier? Ben, je mange des feuillages, des racines, des travelots, tout ce qu'on trouve dans les bois, quoi. Faites des UV? J'ai fait des UV une fois, et je vais vous dire la vérité, on m'a pris pour Enrico Macias. Ah oui. Il vaut mieux éviter, alors. Vous portez vos vêtements très près du corps, hein. Ouais, mais il faut quand même faire attention. Disons que les leggings poutres apparentes, ouais. J'évite. Hein. Surtout que je travaille avec des enfants. Enfin, si j'étais curé encore. Est-ce que vous pleurez en écoutant Carla Bruni? Ouais, j'aime beaucoup Carla Bruni. J'aime beaucoup son mec aussi. Ouais. C'est vrai que non, mais c'est vrai, on fait le même métier, on vole les pauvres. Dites-moi, Robin, est-ce que vous êtes déjà allé dans un hammam avec des potes? Alors, je l'ai fait une fois. Ouais. Alors, je pense qu'on est très mal assis ou que les sièges ont quelque chose qui va pas parce que quand je suis sorti du hammam, j'ai eu mal au cul pendant 15 jours. Ah, le pauvre, ah oui. Ouais. Ça vous choquerait de faire homme au foyer comme boulot dans la vie? Ah non, j'adorerais faire ça. Ah oui? Ah, c'est mon rêve. Rien foutre de la journée. Attendre que mon mari rentre pour l'engueuler parce qu'il a pas ramené assez. Ah non, je rêve de ça. Quand vous sortez de la douche, vous regardez vos fesses, Robin? Surtout quand je sors du hammam. Ah oui, vous avez... Quand vous êtes déprimé, vous faites du shopping? Ouais, je fais du shopping avec mon meilleur ami, Florent Pagny. D'ailleurs, on va dans les mêmes boutiques. Je pense que ça se voit. Et on passe maintenant à notre tétéou de la semaine. Lame, rebonsoir. Rebonsoir. Alors Lame, pour les plus jeunes, vous êtes la dame avec un chapeau bizarre qu'on voit tous les ans au concert des Enfoirés. Mais pour toute la France, vous êtes ça. Je veux chanter pour ceux. I wanna sing for those On oublie peu à peu. that we forget about little by little, Et qui gardent au fond d'eux that keep inside quelque chose qui fait mal. something bad to happen. Voilà Lame. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, de Michel Berger. Alors Lame, reprenons les choses au début de l'histoire. Vous êtes né le 1er septembre 1971 à Paris 12e, sous le prénom de Lamia, qui signifie la lumière en arabe. Vous êtes la deuxième d'une famille de 7 enfants, famille originaire de Tunisie. Et quand vos parents se rencontrent, votre mère a 20 ans et votre père 40. Elle est danseuse orientale. Elle rêve de devenir une star. Mais quand elle arrive à Paris, elle se retrouve à Montreuil, avec 7 enfants sur les bras, un mari qui est un peu un blédard, il faut bien le dire, quoi. Il travaille en usine. Quand il rentre le soir, il a un peu picolé. Il y a les gosses qui courent dans tous les sens. Il lit le journal, il va se coucher. Mais on va pas dire blédard, on va dire pas éduqué. Alors votre mère est effondrée, évidemment, devant sa vie, parce qu'elle rêvait de beaucoup mieux. Elle pète un câble, grosse déprime, et elle se venge sur les gosses, quoi. Elle vous tabasse quand même, hein? Oui, c'était une femme très violente et malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour être parent. Alors la situation devient telle qu'à l'âge de 6 ans, vous êtes placé à la DAS, mais avec vos frères et sœurs, tous dans le même foyer. Et puis là, au moins, vous mangez tous les jours à votre faim, parce Exactement. que c'était pas évident chez vos parents, faut bien le dire. Hein. On crevait la dalle, voilà. Et vous ne reverrez votre mère que 18 ans plus tard, à l'âge de 24 ans. En fait, c'est votre père qui la vire pour une histoire d'adultère. Et ce qui est terrible,
c'est quand vous la voyez partir dans la rue, vous êtes à la fenêtre, vous la voyez partir, et vous dites c'est le plus beau jour de ma vie quand même. Je sais que c'est dur de dire ça de sa mère, mais c'est vrai qu'on a fait la fête, oui. Ouais, ouais. Parce qu'elle était très dure. Alors, dès l'âge de 10 ans, vous développez l'âme, une vraie passion pour la musique. Dans les booms, vous faites des playbacks sur Dalida, sur Claude François, sur Donna Summer. C'est quoi votre chanson préférée? She works hard for the money. Donna Summer. Yes. Ah, j'adore. Alors, à l'époque, vous déclarez, vous verrez, un jour, je serai la Madonna arabe. Parce qu'en fait, j'étais avec mes copines... je sais que c'est marrant. Ouais. Mais j'étais avec mes copines au foyer et j'avais 14 ans et c'est vrai que personne ne croyait en mon rêve de devenir chanteuse. Et elles se moquaient de moi et elles disaient « Ouais, tu vas jamais y arriver et tout ». Je leur disais « Vous verrez un jour, je serai la première Madonna arabe ». Et voilà. Ah bon, c'était pour eux. Jean-Mi? En fait, vous aviez les mêmes rêves que votre mère. Enfin, elle ne rêvait pas de devenir Madonna parce qu'elle était... Non, mais elle rêvait d'être star. Elle rêvait d'être une star, voilà. Ouais, c'est vrai. Bravo, Jean-Mi. Ouais. Pas con, ce Bravo. robot, hein, tu vois. Ouais, il est pas con. Alors, c'est au même âge que vous commencez à flirter avec la délinquance. Vous faites une garde à vue, mais à l'âge de 10 ans. Vous avez volé avec un pote des albums de Lucky Luke à la Samaritaine. Vous avez volé plein. Ouais. Parce qu'en fait, on était livrés à nous-mêmes dans la cité. Et mes parents, ils nous foutaient à la porte à 10h du matin. On rentrait à 22h le soir. Donc, on faisait plein de bêtises. Et donc, on allait voler. Mais après, vous serez obligé de voler pour manger, des fois, non? Oui, c'est ça. Ouais. À un moment, vous volez. C'est quand vous êtes avec le mec à l'hôtel près de la gare de l'Est, là. C'est ça. Hein, vous volez des porte-jartelles et des strings pour les revendre à des prostituées de la rue Saint-Denis. C'est énorme. Ah ouais, je sais, mais vous savez, dans la rue, vous êtes prêts à tout, même pour un kebab, hein. Alors, vous avez 15 ans. Quand une éducatrice vous remarque, elle remarque le goût que vous avez pour la musique. Oui. Et vous obtenez de la DAS de pouvoir prendre des cours de chant. Voilà, j'ai écrit une longue lettre avec mon éducatrice Marie-Aude. Et je leur ai dit, voilà, vous avez ma vie entre vos mains. Soit je vais en prison, soit je deviens chanteuse. Ouais. Et ils m'ont payé une école pendant 2 ans. C'est bien, non? C'est extraordinaire. À partir de là, vous allez chanter dans la rue, dans le métro, jusqu'au jour où vous rencontrez le boss du label Eben Music, Hervé. Hervé Benamou. Et le premier single s'appelle J'ai le feeling. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, mais vous êtes opiniâtre. Et 2 mois plus tard, vous sortez ça. Énorme succès, numéro 1 des ventes, 2 millions de disques vendus, faites Olympia 2 fois. Et la vraie satisfaction, c'est quand vous chantez à Mamet, en Tunisie, chez vous, il y a 10 000 personnes qui sont là, quoi. C'était, oui, de retrouver mes racines, de chanter là-bas. Et on m'a accueillie comme une reine. Vraiment, c'était extraordinaire. Alors, vous achetez une maison, tout va bien. Et là, c'est le drame. Le célèbre Luc Plamondon, co-auteur de Starmania avec Michel Berger, vous propose d'être Cendrillon dans Cindy 2002, sa nouvelle comédie musicale. Évidemment, vous acceptez sans hésiter Luc Plamondon. Bien sûr. Mais Cindy ne parvient pas à remplir l'immense salle du Palais des Congrès. Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'était pas bien. Je sais pas. Je sais que... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Toujours est-il que vous dites c'est à cette époque-là que les portes se sont fermées. Eh oui, c'est sûr que quand il y a moins de succès, on voit le vrai visage des gens et voilà. Mais bon, c'est pas grave, la vie continue, Ouais. la vie continue et voilà. Jean-Mi? Il paraît que tu as été dîner à l'Élysée. Est-ce qu'il est cool? Le président? Ben, c'était un honneur pour moi et j'ai voulu rendre hommage à mon père. Et en tant que Tunisienne, c'était normal d'accepter l'invitation. Hollande, sympa. J'ai trouvé que vraiment, il était... c'est pas du tout Flamby qu'on voit à la télé. Ouais. Non, mais vraiment, j'ai trouvé... Assez viril. Franchement, j'ai trouvé super classe dans son costume et je trouve qu'il avait vraiment du charisme. Est-ce que tu vas devenir la Mireille Mathieu de François Hollande?
Ben écoutez, si je pouvais vendre autant de disques que Mireille Mathieu, parce qu'elle a, Et quand, voilà, elle a quand même connard, vendu, voilà. elle a quand même vendu 146 millions de disques. Bon, alors, récemment, vous avez fait un tweet au sujet de la chanson des Enfoirés, qui a fait polémique, effectivement, et vous avez déclaré « Je commence à en avoir vraiment ras les couilles que les gens critiquent Jean-Jacques Goldman. Vous faites quoi pour les pauvres, vous ?» Alors moi, je peux vous dire que nous, ce qu'on fait pour les pauvres, c'est que chaque année, on se tape un concert avec Mimi Mati, qui chante du Léo Ferré avec M. Pokora. No comment. Alors, nouvel album en septembre, avec cette chanson qui s'appelle « Tu me manques ». Comment vivre sans toi, tu me manques. Comment faire semblant, tu me manques. Sans toi, je ne sais plus où je vais. Je t'aime à tout jamais. L'âme, tu me manques, extrait de l'album qui sort en septembre. Alors j'imagine que pour la sortie de votre album, vous allez faire vos émissions préférées, Sacrée Soirée, Nulle part ailleurs, le Top 50. Moi, je suis si vieille que ça. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Éric Brunet, rebonsoir. Alors vous êtes journaliste, polémiste, essayiste et désormais écrivain. Vous officiez du lundi au vendredi de 13h à 14h sur RMC Info dans Carrément Brunet. Et chaque semaine, vous écrivez dans le magazine Valeurs Actuelles. Alors, il y a quelques années, vous avez fait votre outing. Vous avez osé avouer votre différence. Vous avez dit « Je suis de droite et j'aime ça ». Depuis, je vis. Et je Ouais. suis heureux. Alors, vous assumez être de droite, mais est-ce que vous assumez, par exemple, les mocassins à gland, le pull en cachemire sur les épaules? Parce que ça, c'est autre chose, quand même. Non, on n'est pas obligé d'être de droite et de ressembler à Balladur. Alors, selon une étude IFOP, 81% des femmes de gauche ont déjà pratiqué la fellation, contre 69% des électrices de droite. Vous expliquez ça comment? C'est le collier de perles qui gêne? Et toi, l'âme, tu es plutôt de gauche? Moi, je suis au milieu. Et maintenant, Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. évidemment, c'est la chanson préférée de Jean-Marie Le Pen, mais surtout celle qui illustre le héros du roman que vous publiez chez Jean-Claude Lattès, Un monstre à la française. Alors, ce monstre, c'est Joseph Darnan. Ouais. C'est très étonnant. Moi, je croyais que vous alliez faire un livre sur les ronds-points qui coûtent trop cher. Non, j'ai laissé tomber les ronds-points, là. Ah ouais, Pour vous toujours. êtes monté d'un cran. Pour là, hein. toujours, oui. Alors, vous racontez très bien comment un héros est devenu un salaud. C'est vrai que dans son époque, héros, Joseph Darnan a eu une action absolument héroïque durant l'été 1918, ce qui lui vaudra d'être nommé artisan de la victoire. C'est une histoire incroyable, mais incroyable. Ça se passe le 14 juillet 1918 à 20h. Ça va durer 40 minutes. Il a 21 ans, il est sergent, il est petit, malingre, et on l'envoie avec 20 bonhommes. À l'intérieur, c'est un peu les 12 salopards. Ouais. À l'intérieur des lignes allemandes, mais au milieu d'un camp allemand. Il franchit une première tranchée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Il y a 2 Français qui vont mourir et plus de 200 Allemands qui vont mourir. C'est un truc. On lui fabrique une espèce de cage de feu, faut bien imaginer, avec des obus qui tombent comme ça chaque seconde pour empêcher que les Allemands rentrent à l'intérieur. Donc ça progresse. Ils arrivent dans un bunker. Il fait 23 prisonniers. Il les ramène dans la tranchée française. Et là, les mecs disent, vous voyez la colline derrière, là? Eh bien, il y a à peu près 1 million de soldats allemands et ils attaquent dans 2 heures. Et alors Pétain, à l'époque, le général Pétain, a l'idée de reculer tous les Français de plusieurs kilomètres et les Allemands vont attaquer dans du vide. Et voilà. Ils vont progresser dans du vide, il n'y aura personne, ils vont s'essouffler et au bout d'un moment, les Français les attendent et gagnent leur première bataille depuis pratiquement 8-10 C'est mois. incroyable. Il a vraiment... c'est pour ça qu'il est artisan de la victoire, d'ailleurs. Il y a juste Foch, Voilà. généralissime des armées alliées,
qui est artisan de la victoire, et Clémenceau. Le troisième, c'est ce C'est petit dingue. type de 21 ans que personne ne connaît à l'époque, qui devient une idole absolue, qui rentre dans l'histoire par la grande porte. Et voilà. Ça, c'est la partie héroïque. Ensuite, après la guerre, Darnan rejoint les monarchistes purs et durs de l'Action française. C'est un jusqu'au-boutiste. Hein. Oui. Lui, ce qu'il veut, c'est aller à Paris pour dézinguer la République. Hein. Ouais. C'est son truc. Alors évidemment, Charles Maurras, le patron de l'Action française, est inquiet. Il le convoque. Et Darnan lui dit, vous êtes une bande de vieux cons, quoi. Ouais. Il rêve de ce qui s'est fait en Italie fasciste, et donc il rêve d'un régime totalitaire. Bon, au bout d'un moment, il comprend que l'Action française, ça ne sera pas ce qu'il faut. Il change de mouvement. Et il rejoint les Croix de Feu. Alors, Ouais, les Croix de Feu, c'est le colonel de la Roque. Ouais. Là, il se dit avec le colonel de la Roque, on va y aller. Ouais. Sauf que le 6 février 1934, le colonel de la Roque refuse de prendre le pouvoir par la force. Ouais. Il y a une immense manifestation, et au dernier moment, alors que des ligues d'extrême droite sont à 2 doigts de s'emparer de l'Assemblée nationale et de Bien faire sûr. basculer la République, colonel de la Roque, son nouveau héros, Joseph Darnan, dit stop, on arrête. Et donc, il est extrêmement amer, et il va rejoindre alors, des complots La beaucoup cagoule. plus durs. La cagoule. Donc voilà. Mais en 1939, Deuxième Guerre mondiale, pendant la drôle de guerre, nouvel exploit de Joseph Darnan, et il est nommé premier soldat de France. Oui. Alors C'est là, qu'à chaque fois qu'il y a la guerre, il devient un héros. Le mec. non mais il y a un accrochage contre les Allemands. Son ami niçois, Félix Agnelli, est tué, c'est son capitaine, et lui, il dit, je vais chercher le corps. Alors lui, il dit, mais ça va pas, les Allemands sont là, il y va quand même avec 3 hommes, ils se mettent au garde à vous devant le corps, ils le ramènent. Le mois suivant, il fait la une de Match. Et là, un certain nombre de personnes comme De Gaulle, etc., admirent ce type et disent qu'il est encore une fois, pour cette deuxième guerre, encore une fois, le plus grand soldat de France. Voilà, donc à cette époque, Héros. il est encore très anti-allemand, mais il se satisfait de la chute, évidemment, de la Troisième République et de l'accession au pouvoir du maréchal Pétain. Il rejoint la Légion française des combattants, qui est une organisation qui regroupe tous les anciens combattants français, et il fonde le service d'ordre de la Légion, qui s'appelle le SOL, un mouvement antisémite, antimaçonnique, et de plus en plus pro-allemand quand même. Et donc en 1943, le SOL se transforme en milice, et la milice, on regarde ce que c'est. Dans la cour d'honneur des Invalides, 1000 nouveaux francs-gardes vont prêter serment devant leur chef Joseph Darnan. Miliciens, à vous! La cérémonie se termine à l'Arc de Triomphe. La milice, c'est grave là. La milice, c'est grave. Au départ, les Allemands refusent que des hommes français soient armés. Ouais. Ce qui commence à agacer leur chef, Joseph Darnan, parce que les résistants, qu'on appelle à l'époque les terroristes, leur tirent dessus, il y a parfois des morts, et Darnan a une obsession, armer ses miliciens et aussi montrer aux Allemands qui ont gagné la guerre de 40, qu'il a réussi à faire une armée française avec des types qui sont des combattants exceptionnels. Il veut prouver aux Allemands qu'il y a des soldats français qui sont encore meilleurs qu'eux. Quand Darnan est à Vichy, il a des amis niçois qui amènent des filles chez le maréchal Pétain. Et ce que j'ai découvert en lisant votre livre, c'est qu'en fait, Pétain, il aimait bien avoir des gonzesses qui jouaient entre elles devant lui. Hein. Pétain est célibataire jusqu'à l'âge de 64 ans. Ah ouais. Il est assez coquin par rapport à ce qui se faisait dans le standard de l'époque. Hein. Et donc, on sait que les miliciens, parfois, lui amenaient des niçoises. On les appelait les niçoises parce qu'elles étaient venues dans le sillage de Darnan. Et c'était assez coquin. Alors voilà, anticipant à un moment l'issue de la guerre, Darnan cherche à prendre contact avec la résistance, plusieurs fois d'ailleurs, mais in fine, De Gaulle refuse. C'est trop tard, c'est trop tard. Mais ça, c'est complètement fou parce qu'on est dans la schizophrénie et dans l'ambivalence totale. Le type mène des missions, mitraillettes à la hanche, on va rafler des juifs, des gaullistes, des communistes. Et pendant ce temps, sans scrupule, il prend contact avec Jean Moulin. Et Jean Moulin envoie un câble au général de Gaulle à l'époque et lui dit je suis entré en contact avec Joseph Darnan, bonne prise, ce serait peut-être pas mal pour notre combat qu'il nous rejoigne. Et pendant quelques jours à Londres, on réfléchit. Et puis au bout d'un moment, de Gaulle trouve ça absolument inadmissible. Heureusement, et oublie. Vive de Gaulle. Alors, pour obtenir des armes des Allemands, parce qu'il n'a toujours pas d'armes pour sa milice, Joseph Darnan finira par devenir SS. Oui, alors là, c'est... Là, c'est la fin, on ne va pas tout raconter. Ensuite, il ira à Sigmaringen avec le gratin du collaborationnisme français. Ensuite, avec 500 hommes,
il passe en Italie, il veut se réfugier en Amérique du Sud, mais il est arrêté. Enfin, écoutez, il faut lire le bouquin de Brunet qui est vachement bien. Ça s'appelle Un monstre à la française. C'est publié chez Lattès, Éric Brunet. On passe maintenant à l'édito de Blacko, et c'est le prêtre catholique irakien Anis Hanna que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question « Chrétiens d'Orient, pourquoi les laissons-nous mourir ?» Les chrétiens d'Orient peuvent dire merci à la RATP. Grâce à la polémique sur l'affiche retirée du métro, ils ont pu voir à quel point ils sont aimés des Français. Tout le monde a pris leur défense. Du FN à Mélenchon, de l'UMP au PS, même le Premier ministre a critiqué la RATP à la tribune de l'Assemblée. L'attitude de la RATP, nous l'avons tous dit au cours de ces derniers jours, n'a pas été appropriée. Rester neutre face aux persécutions, c'est mettre dans le même sac les bourreaux et les victimes. Lorsque Daesh s'est emparé de Mossoul, en Irak, les chrétiens ont eu le choix, soit se convertir à l'islam, soit être tués. Résultat, la plupart ont préféré s'enfuir. Pour montrer le sort réservé aux chrétiens, Daesh a filmé l'exécution de 21 d'entre eux en Libye en février dernier. Face à ces persécutions, la France s'est lancée dans une croisade, mais une croisade diplomatique. Le 27 mars, Fabius a affirmé devant le Conseil de sécurité de l'ONU que les chrétiens sont victimes d'un génocide. C'est un véritable génocide auquel on assiste, notamment à cause du groupe terroriste Daesh. En parlant de génocide, la France veut pousser la communauté internationale à intervenir. Mais difficile d'envisager l'envoi de casques bleus pour protéger les chrétiens. En 1995, la présence des casques bleus n'avait pas empêché les Serbes chrétiens de tuer des milliers de Bosniaques musulmans dans l'enclave de Srebrenica en ex-Yougoslavie. Du coup, en mars dernier, la France a décidé d'agir en accueillant 1500 réfugiés chrétiens victimes de la guerre en Irak. C'est François Hollande lui-même qui leur a souhaité la bienvenue. Que vous êtes ici en France, chez vous, chrétiens d'Orient. Évidemment, on leur souhaite d'être bien accueillis. Le problème, c'est que les chrétiens d'Irak sont des Arabes. Du coup, en France, on risque de les prendre pour des musulmans. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Car si la France est prête à accueillir des réfugiés chrétiens, notre pays est beaucoup moins accueillant avec les réfugiés musulmans. La preuve, depuis le début du conflit, l'Allemagne a déjà accueilli 70 000 réfugiés syriens. Pendant ce temps-là, la France n'en a accueilli que 3 000. C'est super d'accueillir les chrétiens. Mais est-ce que ça ne serait pas encore mieux de se comporter en chrétien et d'accueillir sans distinction toutes les victimes des djihadistes? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Anis Hanna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes irakien, vous êtes prêtre. Vous êtes né le 14 décembre 1961 à Karakosh, à 20 km de Mossoul, un village chrétien. Alors, au départ, il y a très peu de musulmans, c'est-à-dire qu'il y a juste des fonctionnaires qui viennent, qui restent 2-3 ans. Et puis ensuite, peu à peu, les musulmans arrivent, mais ça ne pose pas de problème. Vous dites, dans ma classe, il y avait la moitié de musulmans, la moitié de chrétiens. Moi, je suis devenu prêtre. J'ai un très bon pote qui est devenu imam. On s'invitait, on mangeait ensemble et on fêtait aussi les anniversaires ensemble. Ouais. Il n'y avait pas de ségrégation entre nous, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas vraiment de différence. Alors à l'époque, c'est Saddam Hussein qui est au pouvoir, oui. Le parti Baas, qui est un parti laïque. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la religion ne devait pas vraiment être le facteur de différencier entre le peuple. Alors en 1986, vous obtenez l'autorisation d'aller étudier la théologie en France, Strasbourg, et l'année suivante... Je suis devenu dominicain. Alors, à cause de l'embargo, vous ne retournerez en Irak que 8 ans plus tard, et quand vous retournez en Irak, vous trouvez un pays ravagé par la guerre du Golfe, des chrétiens terrorisés, et d'ailleurs vous montez dans un taxi, il y a un mec qui vous met un flingue sur la tempe et qui vous dit « je vais être obligé de te tuer parce que tu es chrétien ». Oui, tout à fait. Et vous savez, en Irak, quelqu'un qui prend un taxi, il faut qu'il s'assoie à côté du chauffeur, non pas derrière, parce qu'ils n'ont pas de confiance. Et donc, je m'assois à côté de lui, il me regarde avec ses habits blancs, et il me dit « vous êtes chrétien ?» Je lui dis « oui, je suis chrétien, et je suis prêtre aussi ». Et il me dit « maintenant, je peux vous tuer ». Et j'ai pu quand même le convaincre psychologiquement, par la parole, la maîtrise de la parole. Mais j'avais peur. Alors voilà, en 2003, c'est l'invasion américaine.
et en 2006, l'exécution de Saddam Hussein par les Américains. Mais 2006, c'est aussi l'annonce de la création de l'État islamique. Là, on voit bien ce qu'ont fait les Américains et les Anglais en Irak. Premièrement, ils ont dissous l'armée irakienne totalement. Deuxièmement, ils ont laissé les frontières irakiennes ouvertes pendant 7 ans. Tous les terroristes du monde pouvaient entrer sans visa, sans rien du tout. Et troisièmement, ils ont parsemé dans notre société le principe de la démocratie. Je ne suis pas contre. Le problème, c'est que le peuple n'était pas préparé. Alors, 8 ans plus tard, donc le 6 juin 2014, Daesh lance une offensive sur Mossoul, c'est-à-dire à 20 km de votre village. Et là, les chrétiens ont 3 possibilités. 1, se convertir à l'islam façon Daesh, c'est-à-dire un islam extrêmement extrémiste. Deuxièmement, ne pas se convertir et devenir esclave, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dhimmis. Et troisièmement, l'exil. Et la plupart choisissent l'exil. Ils ont choisi l'exil parce que, justement, ils ne veulent pas renier leur foi chrétienne. Le 3 août 2014, vous célébrez la messe dans l'église de votre village, Karakosh. Les djihadistes sont à 10 km et vous dites « Mes frères, c'est la dernière messe que nous célébrons dans cette église. Nous devons partir. » 3 jours plus tard, l'archevêque fait sonner une dernière fois les cloches de l'église et vous fuyez en abandonnant tout et surtout en ce qui vous concerne. Une bibliothèque immense en 4 langues, français, anglais, arabe, araméen, un trésor qui est perdu à tout jamais. Oui, alors ça c'est au niveau personnel, mais au niveau collectif, nous avons perdu des manuscrits en syriaque et en araméen qui appartenaient à des monastères, Marbenam et Sara, et à Karakosh aussi. Nous avons perdu le trésor que nous avons acquis et accumulé depuis très longtemps. Alors, est-ce que vous pensez, pour finir, qu'un jour, dans votre village de Karakosh, des chrétiens pourront vivre avec des musulmans, des juifs? Est-ce que vous pensez que ça peut revenir? C'est un espoir, vraiment, et c'est une espérance que je formule aujourd'hui devant vous et devant tous les spectateurs. Et je la porte, cette espérance, avec moi, et même en travaillant avec nos amis musulmans, parce que pour nous, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jugement. Nous sommes prêts à tout pardonner, vraiment. Et nous avons, vous pouvez consulter ça sur YouTube, une fille, Mariam, elle s'appelle, elle a à peine 8 ans, et elle pardonne à l'État islamique. Mais elle dit, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes venus chez nous, nous étions en paix, etc. Mais partez, nous vous pardonnons complètement. Parce que nous avons été éduqués au pardon, à l'amour d'autrui. La réalité, c'est qu'il y a il y a de moins en moins de chrétiens dans la partie nord du continent africain. En Égypte, les Coptes, qui sont quand même les descendants des pharaons, sont de moins en moins nombreux. On peut toujours dire, comme le dit le prêtre qui est à côté de nous, j'espère qu'un jour ça ira mieux. La réalité arithmétique, c'est qu'au fil des années, il y a de moins en moins de chrétiens d'Orient, voilà, et que les perspectives ne sont pas réjouissantes, et que j'ai peine à imaginer que l'année prochaine, en 2016, ou dans 5 ans, ou dans 15 ans, ça aille mieux. Ça me paraît même inconcevable que ça puisse aller mieux. Mon père, on est de tout cœur avec vous. Merci infiniment. Merci, mon père. Merci. Et nous accueillons notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Lisa Lovatt-Smith, bonsoir. Alors, il y a 13 ans, vous étiez la plus jeune rédactrice en chef du magazine Vogue. Le luxe était votre quotidien. Mais en 2002, vous avez tout plaqué pour vous occuper des orphelins du Ghana, souvent au péril de votre vie. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « D'une vie à l'autre », publié chez Artaud, et vous nous la raconterez ici, après Gaspard Proust. Voilà. Mais d'abord, elle est pas belle, la vie ? C'était une semaine particulière quand même, hein. C'était une semaine sainte, Pâques, tout ça, le miracle de la résurrection, Jésus, Ibrahimovic, Jean-Marie Le Pen. Le Pen, on le croyait fini, et pourtant, ce mec, quel exemple pour les vieux. Quel exemple. On dit que la vieillesse est un naufrage et qu'avec l'âge, les vieux deviennent durs, aigris, secs. Là, on a trouvé le seul vieux qui, avec l'âge, est devenu plus miséricordieux.
J'ai lu son interview, le mec, il pardonne à tout le monde. Tu vois, il dit, mais non, mais en fait, Pétain, c'était un mec bien. Tu vois, les nazis avec leur chambre à gaz, ils ont déconné, mais c'est un détail. L'Algérie française, il y avait du bon aussi. Hein, faut pas jeter le bébé avec l'eau de la Gégène, tu vois, il y a... C'est... Là, on sent que le pitbull est devenu papillon, et ça, c'est rare à cet âge-là. Hein. Jean-Marie, en fait, Le Pen, il invente le concept de la dédiabolisation. Ouais. C'est l'exorciste qui revient pour réenvoûter le cadavre. Tu vois, il se dit non, mais en fait, votre enfant, je le préfère quand il poignarde des prématurés. Il est mieux. Tu vois, bon, ce qui est évidemment choquant dans cette histoire, il faut pas se mentir, c'est la réaction de sa fille. Ouais. C'est quand même... On est à 2 mois et demi des grandes vacances, elle a déjà attaché un arbre. Tu vois, je veux dire. Hein? Ah, le miracle de la résurrection. Bon, même si je raconte ça, mais moi, je ne connais pas vraiment. Je dois avouer que Pâques, en général, je suis un peu perdu. C'est une fête, je ne sais jamais si on fête la mort de Jésus, la résurrection de Jésus ou le fait qu'il ait laissé traîner des œufs en chocolat dans le jardin des Oliviers. Hein? Alors, c'est pas pour le dénigrer, c'est la preuve qu'il a quand même plein de talent, ce gars-là. Il sait tout faire. Il sait dialectique, évangélisme, menuiserie, chocolaterie. C'est un mec, il est calé en beaucoup de choses. La seule fausse note, c'est le pape, François. J'étais mal pour lui. Tu sais, quand il a fait un moment au balcon là, de son F4500, ouais. Il a lu au monde entier qu'il voulait que la paix se fasse, que le bruit des armes cesse en Irak, en Syrie. Là, t'as envie de lui dire, non mec, là c'est Pâques. La lettre au Père Noël, c'est dans 9 mois. Hein? Évidemment, comme à chaque événement qui se passe ces temps, il y a une polémique sur l'islam. Alors, quoi qu'il arrive, il y a toujours une polémique sur l'islam. Pâques, le jour de Pâques, il y en a un qui dirait il faut faire plus de mosquées, l'autre il faut des cathédrales. Je veux dire, arrêtons avec ces polémiques sur l'islam. Il faut être honnête, le problème, c'est pas l'islam, c'est le christianisme. Moi, je pense que le fond du truc, c'est pas que l'islam serait trop violent, mais c'est que le christianisme est trop gentil. Tu vois ? Alors la question, c'est évidemment pourquoi les conversions au christianisme baissent et celles vers l'islam progressent. Bah, parce que la conversion à l'islam, c'est simple. Si tu dis une phrase et c'est bon pour le service. Alors dans le christianisme, déjà, il faut se faire baptiser, donc il faut de l'eau. Oui. Hein ? Tu m'étonnes que c'est du mal à prendre en péninsule arabique et au Sahel. Hein ? Le judaïsme, alors encore c'est pire. Alors ça, c'est super long, super compliqué. Il paraît qu'il y a même une disserte pour devenir juif. C'est prouver l'existence de Dieu, tu vois. Thèse, Dieu existe. Antithèse, il n'existe pas. Synthèse, mon magasin ouvre dans 5 minutes, donc j'ai pas le temps. Là. Pédophilie. Ah. Ça n'a aucun sens, mais bon, c'est comme ça. C'est l'histoire du prof pédophile, tu sais. C'est un sujet lourd, bien sûr. L'éducation nationale savait. Alors du coup, qu'est-ce qu'a fait l'éducation nationale ? Eh ben, elle l'a muté ailleurs. C'est normal. Tu sais, tout est sociologique, tout vient de l'environnement. On ne naît pas pédophile, on le devient. Hein ? C'est la faute de l'éducation des parents, du quartier où on habite, de la concentration de pollen dans l'air. Là, on avait repéré le problème, on s'est dit non, il faut le mettre dans un établissement où la cantine est mieux. Ça se trouve, il va devenir gérontophile. Il va changer. En plus, le mec, il s'est dénoncé tout seul. Il est allé voir la hiérarchie pour dire ouais, mais là, j'ai peur de passer à l'acte. Hein. Et l'éducation nationale, mais non, arrête tes conneries, qui aurait envie de se taper un gosse ? Moi, ça m'excite, en fait. C'est le principe de... Radio-télévision, France Inter. Alors hier, j'étais chez... Vous savez, c'est Mathieu Gallet, là, il est un peu au milieu de la... Il m'a invité à une partie de poker, j'étais chez lui. Bon, il y avait Bernard Arnault, Bill Gates, Vincent Bolloré, Thierry Lepan. C'était sympa, mais c'est pas facile de jouer avec eux, hein, parce qu'ils sont habitués aux cartes en ivoire et en ébène, et moi, ça glisse, j'y arrive pas. Alors très vite, je me suis fait plumer, parce qu'à un moment, quand j'ai quitté la table, Mathieu jouait sa propriété privée de Porto Vecchio, et à ce moment-là, Lepan a renchéri avec son chalet à Saint-Moritz. Et moi, j'avais beau dire que ma tante Quechua avait résisté à un épisode Sévenol, il s'en foutait, tu vois. Alors, je suis allé boire un verre avec un de ses conseillers, il me dit, tu sais, Mathieu, il claque quand même 1 million pour se faire conseiller. Ouais. Je lui dis ça au gars, tu vois. Il dit, oui, mais Mathieu, c'est un mec fragile, il a besoin d'être entouré, il a pas les codes. Hein. C'est un mec qui vient de la haute société, un détail, son ami d'enfance, c'est Thierry Lepan, c'est la jet set, tu vois, il peut pas. Et au début, Mathieu, il voulait aller à France Inter, on lui dit, ça va être une aventure, Mathieu. Le premier jour, il a mis une saharienne, chapeau de colon. Il nous demande, c'est bien d'arriver, d'offrir des stylos aux journalistes comme ça ? Mathieu lui expliquait, hein. On lui a dit, assieds-toi, pose cette machette, tu vas te faire du mal. Et on lui a dit, surtout pas de condescendance. Sois cool, c'est des journalistes, sois cool. On n'aurait pas dû. Hein. Il est rentré dans une rédaction, il a dit, bon, alors les cocos, ça travaille de la news ? Mais c'est quoi cette odeur, ce mélange d'odeur de chien mouillé et de clope ? Et la rédaction qui se retourne, bah c'est nos cheveux. Chirurgie. Alors, Angelina Jolie, après s'être fait retirer ses seins, s'est fait retirer les ovaires. Ah ouais ? Ouais. Vous doit être content, Brad Pitt. Hein.
Je pense que le mec, il se couche le soir en se disant il manque plus qu'elle arrête de s'épiler le dos et qu'elle se greffe une bite et je me tire une balle. Brad, hier, il m'a appelé, il m'a dit, tu vois, putain, je suis vraiment inquiet, parce que déjà, quand elle avait les ovaires et les seins, elle adoptait 4 gamins par an. Là, on va lui enlever tout, elle va faire exploser les chiffres, tu vois. Il m'a dit, dès qu'elle me parle d'un voyage en Afrique, je dis, ouais, non, pas en ce moment, j'ai des trucs à faire, tu vois. Parce que elle, tu la lâches dans un camp de réfugiés, c'est pire que de lâcher un quart de touriste qatari aux Galeries Lafayette, hein. United States of America. Alors, encore un noir tué par un policier, à ce niveau, c'est plus un hasard, hein, c'est de la compète. Alors, pas belle la vie. Voilà, c'est très bien parlé. Je vous vois ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canal.fr. Et on passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Lisa Lovatt-Smith, rebonsoir. Vous êtes née à Barcelone le 15 avril 1967. Votre père, peintre, aristocrate, fantasque, directeur artistique dans la publicité. Et votre mère, ex-coiffeuse londonienne, qui avait tout abandonné pour le suivre. Tout à fait. Mais un jour, votre père se volatilise littéralement. Oui. Il m'a quand même envoyé 5 cartes postales depuis Paris en disant tous la même chose. Je t'aime, papa. Alors, sans argent, évidemment, votre mère peine à remplir le frigidaire. Vous êtes recueilli par une famille qui vous nourrit et qui vous loge. Donc, à l'époque, il faut bien voir, vous êtes pauvre, vous êtes un peu dodu. Oui. Et ça, vous portez pas changé. des grosses lunettes. Oui. Et vous êtes dyslexique, c'est pas évident, hein? Évidemment, les élèves vous en font baver à l'école et vous vous réfugiez dans le travail. Hein. Oui. Quand vous avez 14 ans, votre mère déménage dans le centre-ville de Barcelone. Elle devient institutrice et là, elle commence un peu à reprendre le dessus, évidemment, sur sa vie. Elle commence à se maquiller, à s'habiller. Elle va à l'opéra et elle achète Vogue. Et c'est comme ça que vous vient l'idée de faire le concours Vogue. 4 articles à écrire, dont un autobiographique. Et le gain, c'est 500 livres sterling et 1 an de contrat à Vogue. Extraordinaire, hein, Ouais, pour donc- la petite fille de Barcelone. Quelques semaines plus tard, vous recevez une invitation pour un déjeuner dans la Vogue House à Londres. Et c'est bizarre parce que quand vous allez là-bas, vous vous sentez bien. Oui, je pense que peut-être j'avais l'impression de toucher à l'univers de mon père. En juin 1985, vous êtes engagé. Alors évidemment, on connaît Vogue. Hein. C'est mal payé, c'est dur, mais quand même, vous faites vos armes et vous devenez à Londres une espèce de fille branchée un peu, quoi. Vous sortez dans les boîtes, etc. Enfin, Oui. vous commencez à vous dessaler un peu, Lisa. Et quand la fameuse Anna Wintour arrive à Vogue, alors Anna Wintour, il faut savoir, c'est le diable s'habille en Prada, hein, c'est vraiment une terroriste. Elle arrive, il y a 35 personnes qui s'en vont, et vous, ça se passe bien. Elle vous adore. Bah, c'était un peu... elle arrive, 35 personnes s'en vont, et moi et elle, on se regardait dans une pièce vide. Elle n'avait pas beaucoup de choix, hein. Ouais. J'étais dans la pièce, Oui. j'étais la seule. Et voilà, alors à presque 20 ans, vous êtes nommé chef photo de Vogue, ce qui est extraordinaire. Et là, vous commencez effectivement à travailler à Vogue et vous prenez la direction du Vogue Espagne. Oui, tout à fait, parce que j'étais née en Espagne. Voilà. Là, vous menez une vie de luxe à Madrid, un appartement avec 16 fenêtres, un lit à baldaquin, une gouvernante pour s'occuper de vous. Et comme ça, vous passez vos week-ends avec Almodovar, avec Banderas. Enfin, tout va bien. C'est une vie très agréable. Oui, tout à fait. On faisait de très jolies fêtes dans cet appartement. C'était un peu un conte de fées. Bien sûr. Ensuite, vous trouvez que la vie à Madrid, elle est un peu provinciale. Vous vous installez à Paris. Là, vous tombez amoureuse Oui, d'Eric Adjani, Oui. le frère d'Isabelle Adjani. oui, Et c'est là que vous faites une fausse couche. oui. On vous dit qu'il est peu probable que vous ayez un jour un enfant. Mhm. Et vous rencontrez celle qui va bouleverser votre vie. Elle joue dans la rue devant vous. Elle s'appelle Sabrina. Voilà.
C'est une petite Marocaine de 5 ans. Son père est alcoolique et SDF, sa mère est décédée, et vous vous prenez d'affection pour elle. Vous décidez de l'adopter. Oui, tout à fait. En 1997, vous vous installez à Barcelone. Sabrina est inscrite au lycée français, et là, elle commence à déraper. Elle commence à déconner. À 14 ans, elle est exclue du lycée pour vol et pour consommation de drogue. Vous en parlez à un psychologue, et qui vous dit, c'est une très bonne idée, vous devriez inscrire Sabrina dans une mission de bénévolat. C'est-à-dire que faire du bien aux autres, ça va l'aider à vivre, finalement, tout simplement. Oui, il fallait qu'elle travaille l'empathie. Voilà. Voilà. Vous partez au Ghana. Là, vous vous retrouvez en pleine savane, extraordinaire quand on dirige Vogue quand même, dans un orphelinat qui s'appelle Aoutias. Là, vous avez un sac Chanel qui vous a été offert par Karl Lagerfeld. De toute façon, c'est le seul sac que vous ayez. Donc, vous êtes accueillis dans cet orphelinat par Ma et Dada, qui est un couple de Ghanéens chargés de l'orphelinat. Et cet orphelinat, c'est un cauchemar. Hein. C'est vraiment... Tout à fait. D'un seul coup, il y a des mouches, il y a des bébés crasseux qui rampent sur le sol. Il y en a même un qui a la colonne vertébrale cassée. Là, vous voyez une centaine d'enfants qui vivent dans des conditions parfaitement inhumaines, en fait. Oui, c'était un véritable choc. J'avais jamais vu ça. J'avais l'impression qu'il fallait faire quelque chose. Ouais. C'est mon âme guerrier qui s'est réveillée. Comme les gens de Vogue avant eux, les gens de cet orphelinat vous adoptent aussitôt et vous devenez Mama Lisa. Voilà. Voilà. Alors là, en fait, vous êtes venu pour 3 semaines. Oui, tout à fait. C'est juste pour montrer à Sabrina de quoi il retourne. Et ça fait beaucoup de bien à Sabrina, en fait. Hein. Oui, 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 complètement. Il y a eu un avant et un après. Et là, ce qui est absolument incroyable, c'est vraiment l'histoire de Charles de Foucault. Vous renoncez à un salaire de 20 000 $ par mois, vous vendez tout ce que vous possédez et vous fondez une association. Oh, Africa. Ouais. Oui, on l'a fondée en 2002 au Ghana et je suis restée. Vous êtes admirable. Merci. Quand vous retournez à l'orphelinat, c'est la douche froide. Vous découvrez que le couple de gérants, Ma et Dada, sont en fait des escrocs. C'est-à-dire qu'ils gardent les revenus de la ferme, où on produit des œufs, on produit beaucoup d'œufs. Hein. Ils recrutent aussi des enfants non orphelins pour recevoir des subventions. Et ils se font prêter des enfants par des familles juste pour le pognon. Vous découvrez la privation de nourriture, les enfants qu'on frappe jusqu'au sang avec une canne. Oui. Vous découvrez que lorsqu'une adolescente de l'orphelinat tombe enceinte, ils vendent le bébé à des étrangers. Oui. Enfin, c'est l'horreur. Hein. Oui, c'est l'horreur. Ça a été très difficile parce que j'avais jamais été confrontée à le mal. Tu sais, le vrai mal. Ouais. Parce qu'en fait, au début, je pensais que cette couple qui s'occupait des enfants était comme les personnes qui s'occupent en général des enfants. Vous pensiez qu'ils étaient bons. Gentils, voilà. Vous découvrez bientôt que dans les autres orphelinats du Ghana, c'est pareil. Oui. Ils ne valent pas mieux, que ce sont souvent des mouroirs et surtout des plaques tournantes pour le trafic d'enfants. Tout à fait. Aujourd'hui, un bébé de moins de 2 ans, il vaut son poids en cocaïne. Là, vous créez votre centre, à vous, Oui, loin de tout ça. oui. En 2007, vous épousez Kweku, un photographe ghanéen de 15 ans, votre cadet, et vous adoptez une flopée. Combien vous adoptez d'enfants? La fratrie, c'est 5. Et là, vous vous lancez dans une opération de lobbying intense pour faire changer les lois du Ghana sur l'orphelinat. Voilà. Et vous y êtes arrivé, hein? Oui. Ça n'a pas été évident. Non. En 2008, vous êtes attaqué en pleine nuit par des hommes armés avec des kalachnikovs qui veulent vous tuer et vous vous retrouvez avec un coup de machette dans l'épaule. Enfin, c'est pas seulement intellectuel, votre démarche, c'est aussi physiquement, vous avez affronté des choses extrêmement dures. Oui. Et puis, ils ont brûlé ma maison. Ça fait 2 ans aussi. Ouais. Donc, ça a commencé à faire beaucoup. Alors, vous allez vous soigner en Espagne après ça, Mhm. mais ça vous manque. Oui. C'est ça qui est beau. Oui, je suis retournée en janvier. Je n'ai pas tenu. Ouais, vous êtes retourné au Ghana. Oui. En 13 ans, vous avez sauvé 5000 enfants. Évidemment, pour faire tout ça, il vous faut de l'argent. L'adresse du site où on peut envoyer de l'argent s'affiche en bas de l'écran. C'est un film, hein? Oh, merci. J'espère un jour. Vous êtes formidable.
votre talk du samedi avec Jean-Mi, Lame, Éric Brunet, Max Boublil, Anis Anna, notre chrétien d'Orient, et Lisa Lovett-Smith. Bravo, bravo. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.